Les plantes à fleurs sont les reines du monde végétal. Elles poussent partout sur Terre, même dans les environnements les plus hostiles. Comment ont-elles conquis la planète? Le désert du Namaqualand, en Afrique du Sud. Stephen Boatwright est chercheur à l'Université du Cap. Je vais assister à l'un des événements annuels les plus fantastiques que nous ayons dans ce désert. Je dois me dépêcher si je ne veux pas le rater. Une fois par an, pendant quelques jours seulement, le désert se transforme en tapis de fleurs. On appelle ce phénomène un super bloom, une super floraison. Ma première réaction est « waouh ». Ça vous coupe le souffle de voir combien de fleurs il y a ici et à quel point elles sont capables de fleurir en plein désert. Cette super floraison a lieu grâce à des pluies abondantes et des températures douces. Cette période favorable aux fleurs est ici très courte. Il faut donc que les fleurs se reproduisent vite pour créer de nouvelles générations et ainsi assurer la survie de leurs espèces. Mais comment se reproduisent-elles? Pour le comprendre, il faut décortiquer leur anatomie, autrement dit, leur composition et leur structure. À l'extérieur de la fleur, nous voyons d'abord les sépales qui protègent les pétales quand la fleur est encore en bourgeon. Puis on a la corolle qui est l'ensemble des pétales. À l'intérieur, nous pouvons voir les organes mâles et femelles. La fleur est l'appareil reproducteur des plantes à fleurs. Un groupe de végétaux aussi appelés les angiospermes. Un mot qui veut dire des graines cachées dans une boîte. Les organes mâles des angiospermes se nomment les étamines. Ce sont elles qui produisent le pollen qui contient les cellules reproductrices mâles, les gamètes. L'organe femelle est appelé le pistil. À l'intérieur se cache un ovule. Quand le pollen entre en contact avec le pistil, les gamètes mâles descendent jusqu'à l'ovule. La rencontre entre un gamète mâle et l'ovule s'appelle la fécondation. Elle donnera naissance à une graine, l'embryon de la future plante. Il existe aujourd'hui plus de 300 000 espèces de plantes à fleurs sur Terre. Mais les fleurs ne seraient pas devenues les reines du monde végétal sans l'aide précieuse des pollinisateurs. Des animaux qui butinent et transportent le pollen d'une fleur à l'autre. L'avantage d'avoir les organes mâles et femelles sur la même structure, sur la fleur, c'est qu'un insecte, quand il va visiter, il va à la fois déposer du pollen et emporter du pollen. Et donc, pour la fleur, c'est le rêve, en fait. Elles ont quelqu'un qui conduit docilement leurs gamètes d'une fleur à l'autre. Et donc, elles sont immobiles, elles ne peuvent pas bouger, et pourtant, elles se reproduisent de façon très efficace. Le super bloom est donc un gigantesque rendez-vous entre les fleurs, avec les pollinisateurs comme entremetteurs. Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Edwige Moiroux est biologiste. Elle s'intéresse aux couleurs des fleurs. Ces teintes fascinantes ne nous sont pas destinées. Derrière la beauté des fleurs se cachent des super pouvoirs d'attraction. C'est grâce aux couleurs que les fleurs se font remarquer par les pollinisateurs. Des animaux qui transportent le pollen pour permettre la reproduction. En général, les fleurs colorent leurs pétales avec des pigments, une sorte de peinture naturelle. Il y a une classe de pigments qui s'appelle les anthocyanes qui créent des tas de couleurs du violet au rouge. Une autre classe qui s'appelle les caroténoïdes et généralement ce sont pour les fleurs jaunes orangées.
Donc ça, c'est très bien. Mais ce qu'on a créé, c'est surtout du rouge, du violet, du jaune, de l'orange. Et le bleu dans tout ça? C'est une couleur très appréciée des pollinisateurs. Mais elle est difficile à créer avec des pigments. On s'est rendu compte, en jouant avec la lumière, les fleurs peuvent créer cette couleur bleue. C'est le cas de la Ketmi d'Afrique. En l'observant de près, nous distinguons des reflets bleus au centre des pétales. Comment est-ce possible? Pour résoudre cette énigme, la scientifique observe la fleur au microscope électronique à balayage. Grâce à cet appareil, la surface du pétale est grossie 1 milliard de fois. La première fois que j'ai vu ce cliché de microscopie électronique, c'est toujours fascinant de voir des choses. J'avais aucune idée que la surface en fait était striée. Ça a été la première réaction. La deuxième réaction, c'est de se rendre compte qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on regardait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait de travailler avec des physiciens, par exemple, parce que pour des physiciens, quand on leur a montré l'image, instantanément, ils ont pensé à un mécanisme qui crée de l'iridescence. L'iridescence, c'est ce qui donne des reflets multicolores à un CD. En comparant la surface d'un CD à un pétale de fleur au microscope, Edwige Moiroux réalise qu'elles ont des formes quasiment identiques. Des formes qui permettent de dévier la lumière pour créer des couleurs. Mais Edwige ne s'est pas arrêtée à cette découverte. Elle a cherché à savoir à quel point ce halo bleu favorisait l'attraction des pollinisateurs. Pour cela, la scientifique chronomètre le temps que les insectes mettent pour se déplacer d'une fleur à l'autre. Elle commence l'expérience avec des fleurs qui n'ont pas de halo bleu. Ça y est, elle vient d'atterrir sur la première fleur, là. Elle part de la première fleur. Et elle atterrit sur la deuxième. Donc là, elle a mis 9 secondes. Quel temps va mettre le bourdon pour trouver une fleur bleue iridescente? Ok, elle part. Et la voilà. Donc là, elle a mis 3 secondes pour passer d'une fleur à l'autre. Après avoir répété l'expérience de nombreuses fois, on se rend compte qu'en fait, les fleurs iridescentes sont bien plus faciles à trouver pour un pollinisateur. Et en moyenne, une abeille peut passer 2 fois moins de temps à trouver une fleur si cette fleur est iridescente. Le bleu iridescent est donc un avantage déterminant dans l'attraction des pollinisateurs. Le jardin botanique de Bonn, en Allemagne, abrite une fleur extraordinaire, l'arôme titan. Haute de 3 mètres, c'est la plus grande de toutes les fleurs. La botaniste Cornelia Lohne se presse pour observer la floraison de cette plante géante. Un événement très rare, qui n'a lieu que tous les 15 ans. La floraison a commencé cet après-midi. Il est maintenant complètement ouvert. Et on peut déjà commencer à sentir les premières odeurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela sent très mauvais. L'arôme titan est la fleur la plus puante du monde. Tout au long de sa période de floraison, elle dégage toute une gamme d'odeurs différentes. Au départ, ça sent le chou bouilli, puis ça se transforme en une odeur d'ail, de transpiration, de fromage, et enfin, comment dire, de poisson. Les mouches et les coléoptères qui se nourrissent d'animaux morts sont attirés par ce parfum de chair pourrie. Et ces insectes sont des acteurs importants de la reproduction de l'arôme titan. Ce sont ces pollinisateurs. À l'état sauvage, l'arôme titan vit dans la jungle de Sumatra, en Indonésie. Dans cet environnement, propager une odeur est difficile, car la végétation est très dense. Alors, l'arôme titan active un super pouvoir. La thermogénèse. Autrement dit, une production de chaleur qui va permettre au parfum de se répandre plus loin.
Oh, wow. Avec une caméra thermique, Cornelia prend la température de la plante. Plus l'image est rouge, plus la surface est chaude. On peut voir l'image en direct. Cela montre la température en couleur. En haut du cône, il est plus chaud. Il est en fait 10 degrés plus chaud que l'air ambiant. La chaleur dégagée par l'arôme titan monte, car l'air chaud est plus léger que l'air froid. Son odeur se propage ainsi au-dessus des arbres, jusqu'à 1 km à la ronde. Ce phénomène a lieu la nuit, quand les insectes amateurs de viande en décomposition sont les plus actifs. Tout est synchronisé pour réussir la pollinisation. C'est vraiment un ballet, ou un peu comme une pièce de théâtre, où les différents acteurs doivent venir au même moment, tous se retrouver pour produire une performance. L'arôme titan prouve que les fleurs sont capables des stratégies les plus improbables pour attirer les pollinisateurs et assurer leur reproduction. En Israël, des scientifiques de l'université de Tel Aviv s'intéressent à un pouvoir des fleurs insoupçonné: la capacité d'entendre les pollinisateurs. Les pollinisateurs sont des animaux qui transportent le pollen des fleurs pour permettre leur reproduction. On savait depuis longtemps que les fleurs envoient des signaux aux pollinisateurs. Mais notre question doit être posée dans l'autre sens. Les fleurs répondent-elles aux signaux des pollinisateurs? Pour le savoir, Lila Hadani analyse le nectar d'une fleur soumise à différents sons. Le nectar, c'est un liquide sucré produit par les fleurs pour récompenser les insectes d'être venus jusqu'à elles. Lilar teste toutes sortes de sons, des plus graves aux plus aigus. Mais il ne donne rien. Aucune modification du nectar. En revanche, quand elle diffuse le bourdonnement d'une abeille, Je joue le son avec un haut-parleur imitant le mouvement des abeilles autour du buisson. la fleur réagit. Elle produit 20% de sucre en plus. Cette augmentation est la preuve que ces fleurs perçoivent bien le son de leurs pollinisateurs. Et à leur approche, elles produisent un nectar plus sucré pour les recevoir comme il se doit. Mais si les fleurs entendent, où sont leurs oreilles? Lilar a une intuition. Ce seraient les pétales qui capteraient le son des abeilles. Pour le prouver, il faut un outil capable de mesurer l'effet du bourdonnement sur les pétales. Pour cela, la chercheuse utilise un vibromètre laser, un capteur ultra précis capable de détecter une vibration d'1 millième de millimètre. Comment les pétales vont-ils réagir au son des abeilles? Maintenant, nous devons être très silencieux. Ces oscillations sur l'écran indiquent que les pétales vibrent bien au son des abeilles. C'était assez excitant, car cela suggère que la première étape de la transmission de l'information du pollinisateur à la plante passe par la vibration des propres pétales de la fleur. Les pétales seraient donc les oreilles des plantes à fleurs. Cette étude est la première d'une nouvelle discipline baptisée la phytoacoustique. La promesse de futures découvertes surprenantes sur les fleurs. Difficile d'imaginer un monde sans fleurs. Et pourtant, au commencement de la vie,
il n'y avait aucune plante sur les continents. Les seules plantes qui existent, ce sont des algues qui vivent dans les eaux salées ou dans les eaux douces, dans les lacs, dans la mer. À partir d'un moment, il y a des algues qui ont commencé à vivre en partie immergées, en partie émergées. Et petit à petit, il y a eu des transformations qui se sont produites. Ça a donné naissance à des mousses. Il y a 450 millions d'années, les mousses se développent sur les rivages. 50 millions d'années plus tard, la nature invente la tige et les fougères entrent en scène. Puis, il y a 300 millions d'années, les continents commencent à se couvrir de conifères, des grands arbres de la famille des sapins. À ce stade de la longue histoire des plantes sur Terre, il n'y a toujours aucune trace de fleurs. La planète Terre a existé pendant des millions d'années sans la présence des plantes à fleurs. Mais un beau jour, une fleur éclot, changeant l'histoire de la vie à jamais. À quand remonte cet événement? À l'Université de Lyon, Bernard Gomez travaille sur cette question. C'est un spécialiste des fossiles de plantes. Le fossile d'une plante, ce sont ses restes transformés en pierre et conservés dans la roche pendant des millions d'années. Bernard Gomez a fait une découverte majeure en étudiant le fossile d'une petite plante aquatique, aujourd'hui éteinte, dénommée Montsecchia vidali. Ce fossile, c'est vraiment un fossile qui a bouleversé l'histoire des premières plantes à fleurs. Montsecchia vidali vivait il y a 130 millions d'années. Jusque-là, on pensait qu'elle appartenait au groupe des mousses ou des conifères. Mais Montsecchia pourrait bien être en réalité une plante à fleurs. Reste à trouver les preuves de son appartenance à ce groupe de végétaux. Jusqu'à maintenant, les scientifiques n'arrivaient pas à séparer le fossile et la roche. Alors, Bernard Gomez teste une technique d'extraction inédite avec un produit chimique, l'acide chlorhydrique. L'acide va réagir en fait avec le calcaire. Donc, il provoque des bulles de gaz. Après 130 millions d'années, les restes de la plante sont libérés de leur prison de pierre. On procède un petit peu pareil qu'un chercheur d'or, à savoir qu'on a dissous et on va récupérer en fait les morceaux de plantes qui se sont dégagés après action de l'acide chlorhydrique. Oh, ben, y a des petits morceaux, hein. Presque 1 centimètre de Montsecchia. Bernard Gomez dispose d'un échantillon de qualité. Il l'étudie au microscope pour révéler la véritable identité de Montsecchia. Ici, on voit très bien une graine. Et sur cette graine, notamment, on voit cette zone-là, le hile, qui est l'équivalent de notre nombril, et qui est une singularité de ces plantes à fleurs. Donc Montsecchia est bien une fleur. Grâce à la découverte de Bernard Gomez, nous savons que les fleurs existaient déjà il y a 130 millions d'années. Aujourd'hui, elles sont le groupe de végétaux le plus répandu et le plus diversifié de notre planète. Dans le Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie abrite une biodiversité hors du commun. De nombreuses espèces d'animaux et de végétaux, très différentes les unes des autres, vivent dans ces forêts, ces plages et ces lagons. Ce territoire unique est le terrain de recherche de Valérie Burtet-Saramegna, une biologiste spécialiste des plantes. Les 3/4 des espèces végétales de Nouvelle-Calédonie ne vivent qu'ici. On dit qu'elles sont endémiques. Ça veut dire que quand vous vous baladez, eh bien, dans certains endroits, entre 7 et 9 plantes sur 10 que vous allez toucher, rencontrer, ramasser, ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. Dans cette forêt se cache une fleur endémique très ancienne qui intéresse tout particulièrement Valérie.
Amborella trichopoda. Une fleur à remonter le temps. Il faut être très vigilant parce qu'Amborella n'a rien de spectaculaire. Parce que ce sont des fleurs de taille très très petite, quelques millimètres. Et la plupart des gens d'ailleurs arpentent ce sentier sans savoir qu'ils passent à côté d'un trésor végétal unique au monde. Justement, la voilà. Contrairement aux autres fleurs, les organes sexuels d'Amborella sont séparés. D'un côté, les fleurs mâles avec leurs organes sexuels appelés étamines. On voit sur le dessus des étamines de forme triangulaire. Et de l'autre, les fleurs femelles. Ici, on sait tout de suite qu'on a affaire à un individu femelle parce qu'il y a des graines. Ça veut dire que les fleurs femelles, pour certaines d'entre elles, ont été fécondées. Cette organisation se retrouve chez des végétaux plus anciens, les gymnospermes. Des plantes sans fleurs, comme les pins ou les sapins, qui pourraient être les ancêtres des plantes à fleurs. Un autre caractère, partagé avec les gymnospermes, indique que Amborella est une fleur très ancienne. Il y a une insertion ici spiralée de ces organes floraux, je dirais. Et cette insertion spiralée, elle fait un petit peu penser à certains aspects des cônes des gymnospermes. Amborella trichopoda serait-elle l'une des premières plantes à fleurs? Les recherches de Valérie et de ses collègues ont révélé la place de l'espèce Amborella trichopoda dans la grande famille des plantes à fleurs. Comme dans une famille chez les humains, avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, il est possible de dresser l'arbre généalogique des espèces de plantes à fleurs. Et parmi les espèces actuelles, Amborella trichopoda est la plus vieille. Elle existait déjà il y a plus de 100 millions d'années. C'est la descendante la plus directe de l'ancêtre commun à toutes les fleurs d'aujourd'hui. C'est la sœur de toutes les plantes à fleurs de la planète. Donc mieux comprendre Amborella peut nous permettre de mieux comprendre l'apparition des plantes à fleurs et leur ultra-domination sur la flore mondiale. Amborella n'a pas livré tous ses secrets. Dans le monde entier, des scientifiques continuent d'étudier la grande sœur des fleurs pour mieux connaître cette fascinante famille de végétaux. Des températures de moins 50 degrés, des sols instables, des vents hurlants à 130 km/h. La haute montagne est l'un des milieux les plus extrêmes de la planète. Et pourtant, des fleurs ont réussi l'exploit de s'y installer. Comment se sont-elles adaptées à ces terribles conditions? Sébastien Lavergne est biologiste à l'Université de Grenoble. Avec son guide, il se dirige vers le col du Passon, dans le massif du Mont Blanc. Ces botanistes de l'extrême sont les seuls en France à répertorier les plantes qui poussent à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils s'intéressent notamment aux adaptations des fleurs à la haute montagne. Bah, il est beau celui-là. Magnifique. Sébastien a repéré un spécimen de Silène acaules. Donc ceci est une seule plante, issue de la germination d'une seule graine, et vraisemblablement qui a germé il y a certainement 800 ans. Contrairement aux autres fleurs, la Silène acaules n'a pas de longue tige. Elle ressemble plutôt à un coussin. Alors cette forme de vie en coussin, vous voyez, c'est une forme de vie végétale qui est extrêmement dense. Et donc elle est ce qui confère une excellente adaptation à la vie en haute montagne, puisque ça permet de tamponner les variations de température. C'est-à-dire que les variations de température seront moins brusques. Car sur les sommets,
Entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, il y a d'énormes écarts de température. Des amplitudes thermiques de plusieurs dizaines de degrés qui pourraient être fatales aux fleurs. Le coussin agit alors comme un climatiseur. Pour le démontrer, le scientifique compare la température extérieure, près de 23 degrés, à la température dans le coussin. Donc vous voyez maintenant à l'intérieur du coussin, on mesure une température de 7 degrés. Donc on a une différence de 16 degrés entre le milieu extérieur et l'intérieur du coussin. Dans ces conditions estivales, le coussin permet à la plante de rester au frais. C'est une manière aussi de créer un espèce de microclimat qui va être favorable non seulement à cette plante, mais aussi à d'autres organismes qui viennent y vivre. Donc d'autres plantes à fleurs, vous voyez, viennent y pousser à l'intérieur de ce coussin. On peut parler d'oasis de haute montagne, puisqu'il règne justement des conditions beaucoup plus clémentes que dans le milieu extérieur, au même titre qu'un oasis au milieu du désert. Grâce à leur fantastique pouvoir d'adaptation, les plantes à fleurs ont conquis les sommets et tous les milieux de la planète. Il y a 66 millions d'années, les fleurs ont failli disparaître à tout jamais. Car à cette époque, un astéroïde géant s'écrase sur Terre. Son impact est dévastateur. Les dinosaures disparaissent. Et avec eux, près de 70% des espèces de plantes et d'animaux. Qu'est-il arrivé aux fleurs à la suite de ce cataclysme? Dans le Colorado, aux États-Unis, Gussie McCracken et Tyler Lyson cherchent des traces de la catastrophe. Ils sont paléontologues, des biologistes spécialistes des êtres vivants disparus. Oh, regarde ça! C'est génial! C'est magnifique. C'est une vraie graine de palmier. Ah oui? Elle est grosse. Elle est incroyable. Presque la taille d'une pièce de monnaie. Les graines comme celle-ci étaient présentes au moment de la catastrophe. Elles étaient enterrées dans le sol en attendant les bonnes conditions pour germer et préparer le retour des plantes à fleurs. Comment se fait-il que les petites graines de fleurs soient plus fortes que les dinosaures? À Genève, en Suisse, une équipe de biologistes mène des recherches sur les graines. Leena Ivarinen étudie leur résistance en reproduisant les conditions extrêmes de la Terre après la chute de l'astéroïde. La chercheuse teste d'abord la résistance au froid, avec de l'azote liquide à moins 170 degrés. Donc là, je vais prendre l'azote. C'est très froid. Et on va immerger ces graines quelques secondes, le temps que le froid pénètre bien. Leena s'intéresse ensuite à la résistance aux rayons du soleil. Il y a 66 millions d'années, ils étaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. La biologiste recrée ces conditions grâce à de puissants rayons UV, aussi appelés lumière ultraviolette. Ces rayons nocifs sont notamment responsables de nos coups de soleil. Les graines vont-elles survivre à ces traitements de choc? Là, je vais regarder. Après 3 jours, elles ont donné naissance à de petites plantes. On voit qu'en fait, elles ont l'air tout à fait saines, comme si elles n'avaient rien vécu, en fait. Ce qui est assez exceptionnel. Qu'est-ce qui rend les graines si fortes? Il faut grossir leur image 170 fois pour découvrir leur pouvoir. Une armure composée de plusieurs couches. À l'extérieur, il y a la coque. C'est l'enveloppe blindée qui donne sa résistance à la graine. À l'intérieur se trouve la future plante, aussi appelée embryon. Mais ce qui intéresse le plus les chercheurs, c'est la couche du milieu, l'endosperme. L'endosperme va être capable de détecter la température,
il va être capable de détecter la qualité de la lumière. Et si ces paramètres ne sont pas favorables, il va envoyer un message qui va dire à l'embryon « tu restes à l'état de graine et tu attends ». La capacité de se mettre en pause, un atout en plein cataclysme. Grâce au super pouvoir de la graine, les plantes à fleurs ont pu attendre le bon moment avant de poursuivre leur formidable expansion.